d'avoir ces résultats de questions proposées, je souhaiterais laisser la parole à Marina Frangioni qui va intervenir sur cette question des villes intelligentes et nous donner aussi un petit peu sa perspective sur la question. Donc Marina est chercheur à l'ERMIE au Cyrano, puis dispose aussi d'une expérience aussi bien en France qu'au Québec dans l'application de ces nouvelles technologies, notamment avec la participation citoyenne. Merci. Alors, des présentations très intéressantes. Merci à vous. Je pense que suite à ces présentations, dans le fond, plus ou moins, on comprend tous la nécessité du pourquoi d'une ville intelligente, qu'est-ce que ça peut apporter en matière d'efficacité, qu'elle soit au niveau privé, au niveau des transports, à différents niveaux. Ce dont je voudrais vous parler un petit peu plus, et ça c'est mon défaut de chercheur, ce qui intéresse mes recherches, c'est dans le fond le rôle du planificateur public et de l'administration publique là-dedans, parce que vous êtes des administrateurs publics. Je l'ai été aussi à un moment de ma vie, j'ai été entrepreneur, et la question fondamentale pour moi, et je vais faire appel à mes collègues aussi pour m'aider là-dedans, c'est le comment. Comment, en tant qu'administrateur public, finalement, on est capable de soutenir le principe des villes intelligentes. Faire plus avec moins, c'est un rêve qu'on a toujours voulu caresser, hein, je pense, en ce sens-là. Alors oui, effectivement, le concept de ville intelligente permet de faire, je dirais, différemment avec moins. Et ça, c'est important. La participation citoyenne aussi est importante. Je pense qu'au cours des 2 jours de colloque, peut-être que vous avez remarqué comme moi que la structure économique change, le niveau de l'emploi change. Moi, j'aime parler d'ubiquité professionnelle. Pas pour parler de moi, mais si je prends mon exemple, je cumule 5 bureaux à Montréal pour 5 employeurs différents, y compris moi. Donc, j'ai besoin du Wi-Fi, j'ai besoin de points d'attache, je mène des recherches avec différentes personnes et je m'attends finalement à ce qu'une ville qui est accueillante puisse m'offrir des possibilités de déploiement, travailler dans le métro, travailler dans le train. Je fais souvent Montréal-Toronto parce que je travaille à Toronto et je ne perds plus mon temps. C'est pas une Google Car, mais c'est un train qui roule et pendant ce temps-là, je mets à profit le temps. Exemple, au niveau du transport, quand on parle de voitures autonomes, c'est pas tellement le temps de transport qui devient important, c'est l'usage du temps. Autrement dit, si je peux travailler dans ma voiture, mon rapport à l'heure et demie que je vais perdre dans la congestion devient totalement différent. Ça ne règle pas le problème de congestion, mais ça règle mon problème à moi de gestion du temps. Alors, comme administrateur public, on doit aussi changer. Et ce que je constate, c'est que, comme partout, c'est difficile de changer. Les règles de l'administration publique, qui sont très bien, font en sorte que parfois, on manque un petit peu d'agilité. Là, Sylvie, si je suis trop longue, tu me le dis, là, parce que j'embarque sur mes affaires. Et je m'intéresse donc comment, en tant qu'administration publique, on peut travailler ça. Je dirais que ça relève de 2 principes. Souvent, on a le milieu et l'administration publique. Vous avez vu, on parle de co-création, co-développement. En fait, l'administration publique, au sens le plus large, doit se remettre dans le réseau au même titre que les autres partenaires. Et ça lève un peu de pression. Je sais que certaines personnes ne m'aimeront pas quand je vais dire ça, mais c'est pas grave. Ça lève un peu de pression sur les administrations publiques. Vous n'êtes pas tous responsables de la ville intelligente, du gouvernement intelligent. Et l'investissement qui doit être fait doit être, lui aussi, co-créé, co-inventé par les différentes parties prenantes. Alors, si jamais ça vous intéresse, on pourra revenir plus avant sur le comment, en tant que fonctionnaire, qu'élu, qu'administrateur, on peut travailler sur les villes intelligentes. Merci Marina. Justement, pour revenir, si on peut revenir aux réponses qu'on a eues à cette 2e question, qui était sur la ville intelligente et selon vous une problématique donc technologique, sociale, de gouvernance, d'efficacité des services publics ou autres. Donc à 60%, les gens ont voté pour un problème de gouvernance. Donc je vais te redonner la parole, Marina, sur un commentaire sur cette question de gouvernance justement associée à la ville intelligente. Mais oui, premièrement, quand on avait des villes moins intelligentes, on avait déjà un problème de gouvernance, ceci étant dit. Là, on a un problème supplémentaire, si j'ose dire, parce que la complexité est plus grande. On doit faire interagir plus de personnes. On l'a dit, le citoyen
veut participer, juste l'effet de masse de faire participer les citoyens, ça rajoute à la complexité. On a des solutions techniques, comme on le disait, avec des capteurs. Là, on a une problématique qui est celle du big data, qui vient rajouter une couche supplémentaire au traitement de la donnée, parce que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la donnée qu'on ne peut pas traiter ou qu'on ne sait pas traiter, c'est plus un problème qu'une solution. On s'entend, monsieur les représentants des sociétés à trois lettres. Donc, c'est tout le traitement de la donnée. J'en reviens au problème de gouvernance, puis je regarde les gens dans la salle. Si on n'est pas capable de traiter efficacement la donnée, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de remplir un dé à coudre avec une lance à incendie. Qu'est-ce qui se passe quand on essaye de remplir un dé à coudre avec une lance à incendie? Le dé à coudre est toujours vide. Fait que le débit est trop grand, la quantité d'information est trop importante, on n'est pas capable de la traiter. Alors oui, c'est aussi un problème de gouvernance, mais ce n'est pas seulement un problème de gouvernance. Merci. Je vais laisser la parole maintenant à Josée Dallaire, directrice générale du Centre de géomatique du Québec, et qui s'intéresse notamment à l'innovation en géomatique en lien, entre autres, avec le territoire. Et peut-être pour lancer l'intervention, justement, là, on voit que les villes sont confrontées à de nouveaux problèmes, de nouvelles solutions. Puis quel est l'enjeu aussi pour des centres comme le Centre de recherche puis le Centre de géomatique, de venir appuyer ces villes, ces municipalités dans la mise en œuvre de ces villes intelligentes? Bonjour. Je suis un petit peu loin. OK. Bonjour, et puis merci de m'avoir invité ici. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais dans quelques années, nos enfants vont lire leurs livres numériques à l'école, et il y aura une page d'histoire qu'on est en train d'écrire aujourd'hui qui apparaîtra dans ces livres-là. Donc, je suis très fière d'en faire partie. Je vais revenir un peu à ce que tu as dit par rapport au rôle des centres de recherche, mais il y a une chose qui est importante, c'est qu'on parle des technologies de l'information. L'infrastructure, on a parlé des écosystèmes, on a parlé de logiciels ou d'applications, mais les infrastructures, c'est quelque chose aussi qui est important. C'est bien d'être connecté, mais si ça marche une fois sur deux, c'est un petit peu embêtant. Donc, l'infrastructure en tant que telle va devenir un enjeu. On a un grand territoire, on essaie de valoriser les régions. Il y a des gens qui habitent en région. Comment on peut faire en sorte que tous ces gens-là soient connectés à un débit qui va être performant? L'autre chose par rapport aux infrastructures, les données. Une fois qu'ils sont connectés, ces données-là doivent être rendues disponibles. Et comment? La faire de façon intelligente, c'est aussi un enjeu. Il y a un principe à laquelle j'adhère qui est travailler ensemble. On va beaucoup plus loin que si on le fait tout seul. On en a parlé, la discussion là-dedans, les échanges qu'on peut faire pour penser à organiser, structurer une ville intelligente, c'est important d'impliquer. On a parlé des gouvernements, de l'État, du politique, on a parlé de l'industrie, on a parlé du citoyen aussi. Donc, cette communication-là entre ces personnes devient un intrant majeur quand on parle d'organiser ou de planifier un service au niveau des villes intelligentes. Des cas de participation citoyenne pour aider la ville à mieux performer, on en voit dans les journaux. Vous en avez vu un récemment au niveau de la sécurité en Espagne avec les 2 parents qui avaient enlevé leur petit garçon de 5 ans, qui avait besoin d'une opération rapidement. La police espagnole est maintenant en ligne. Et il y a à peu près 1 million de personnes qui les suivent à tous les jours. Ils n'interviennent pas nécessairement tous, là, mais il y a un trafic qui se fait là d'échange d'informations entre l'administration publique, les policiers, et la population. En quelques minutes, ils ont posté l'information « Aidez-nous ». En 3 minutes, ils avaient reçu l'information, sont partis par là. Puis un petit peu plus tard, sont rendus à tel endroit et ils ont pu intervenir. Donc, c'est le fait que le citoyen ait participé dans ce cas-là en particulier, ça a été très rapide, très performant. Ça a pu aider l'administration, les policiers à intervenir. Mais on parle d'exemples un peu partout. On en a parlé ici au Québec aussi.
le citoyen est impliqué aussi dans une activité qui est à Québec. On a quelque chose à Québec qui est intéressant, qui est important, qui a été fait par des citoyens. C'est le projet Cohabitat. Des gens qui se sont réunis ensemble pour développer un nouvel endroit, une nouvelle façon de vivre ensemble. Et ce que ça me fait dire, c'est qu'on est en train de changer notre mode de vie. C'est pas juste avoir accès à l'information. Oui, on est plus informé, mais le citoyen est capable de l'interpréter, d'essayer de l'utiliser, de se l'approprier, de modifier pour améliorer sa qualité de vie. Et il y a un élément hier qui m'a frappée. Tu me le dis aussi si je suis trop longue. Il y a un élément hier qui m'a frappée, c'est le discours de Mario Asselin quand il a parlé de son exemple de maison de jeunes sans adultes. Ça m'a vraiment jetée à terre parce que j'ai 3 enfants à la maison. Le plus vieux, il est dans une classe iPad, il est connecté, on trouve ça le fun. On est capable de voir ses devoirs en ligne s'il fait bien ça. Mais on le fait pour vrai. On limite pour vrai l'accès au site Internet, à Internet en général. Puis ça m'a réveillée, ce discours-là, hier, parce que c'est vrai qu'ils y vont pareil. Fait que l'information qu'on essaie de leur cacher, ils y vont pareil. Puis on le fait aussi dans les entreprises. Il y a des entreprises qui bloquent Facebook, Twitter. Puis là, on dit « Ah, on ne veut pas que les employés perdent leur temps. » Il y a même des administrations qui font ça. Oui. Je ne voulais pas embarquer dans celle-là, mais bon. Il y a des endroits qui vont bloquer ces sites-là. Mais chez nous, on est un centre de recherche d'innovation. Les jeunes qui travaillent chez nous utilisent Twitter comme un outil de travail. Ils ont un problème avec leur programme, posent la question sur Twitter, 2 minutes après, ils ont la réponse, il y a quelqu'un qui a répondu, puis on passe au suivant. Donc, ça devient des outils de travail dans la vie de tous les jours. Puis ce que je me dis, c'est, on est-tu en train de jouer à l'autruche en se cachant la tête dans le sable, puis en faisant semblant de ne pas voir, puis je pense que plutôt que de laisser, d'être inerte devant ce fait-là, essayons d'ouvrir et peut-être d'organiser cette ouverture-là, de le faire intelligemment. Mais comment? Et comment ça, on en a parlé un petit peu hier, quand les ordinateurs sont arrivés au début, il y avait des gens qui étudiaient en informatique. Alors là, on avait des informaticiens. Avec le temps, ça s'est miniaturisé, tout ça, et là, il a fallu des gens en réseautique, en analyse de système, en programmation. On a développé tout un nouveau corps de métier. Je pense qu'on est rendu là. On a parlé du scientifique de la donnée hier. On est rendu là à former des gens. Il faut les former sur le côté éthique et confidentiel de diffuser l'information. Il y a un aspect à regarder là-dedans. Mais il faut former les gens aussi sur comment diffuser de la donnée, comment la rendre intéressante. Du côté marketing avec ça, du côté design, il y a tout un aspect à regarder avec des nouveaux métiers qui peuvent apparaître. Donc, si on veut faire une ville intelligente, on sait que ça va émerger d'un dialogue entre l'administration publique, les industries, les citoyens. Si on veut partager, ouvrir la donnée, je pense qu'on devrait se dépêcher de former des gens qui vont être capables de nous aider là-dedans. Alors, il y a déjà 15 du 21e siècle qui est passé. J'ai vu ça sur Twitter hier, là, dans le petit écran. Le 85 qui reste, gaspillons-le pas. Je trouvais que c'était une allocution très brillante. On est déjà dedans, la ville intelligente. On en parle, on a l'impression que c'est un peu compliqué, mais on est déjà dedans. On a vu des beaux exemples qui ont été faits, des écosystèmes, mais il reste encore beaucoup de choses à faire pour que ce soit mieux compris, plus performant. Et là, le rôle des centres de recherche peuvent aider dans cette démarche-là. Nous, on est un centre de transfert de technologie. On fait partie d'un réseau qui est quand même assez élargi de 46 centres au Québec. On a une infrastructure qui est capable de lier la science, la mâcher pour qu'elle soit compréhensible et la transférer dans les entreprises, les aider à mieux performer. Donc, on est un outil de travail, vous pouvez nous utiliser. Je ne dis pas utilisez-nous, profitez-en, mais bon, barre open.
une chose est sûre, c'est que on a des acteurs autour de la table, dans la salle ici, qui peuvent être mis à profit pour réfléchir à comment on va se rendre à ce qu'on pense qu'on veut être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et ça, c'est important de le faire d'une manière neutre. Neutre, indépendant, un peu une aide alternative, si on veut, là, une espèce de se faire une route, là, un plan de route pour les prochaines années. Puis ça, c'est dans une vision que dans 10 ans, ce n'est pas moi nécessairement qui va le faire, c'est quelqu'un d'autre. Donc, bien préparer le chemin à ces autres qui s'en viennent et qui, eux, sont nés avec un iPad. Mon garçon avait 6 mois, il prenait des photos, il écoutait des animaux sur son iPad. C'est impressionnant de voir ce qu'ils sont capables de faire. Merci. Autre question. Donc, on vous a demandé comment vous envisagez la participation citoyenne dans le cadre d'une ville intelligente. Il y avait 3 options possibles. Une participation active. La ville intelligente, ce sont d'abord les citoyens. Une participation à géométrie variable selon les besoins et les projets. Ou alors une collaboration avec les instances publiques où ces dernières restent les maîtres d'œuvre des projets. C'est réparti là aussi. Je sais que c'est Marina qui nous avait suggéré cette question-là. Un retour, un commentaire par rapport aux réponses? Oui. Alors, en fait, je trouve ça très bien que la majeure partie soit en faveur de la participation active des citoyens. Je vais me lancer dans le débat. Peut-être que je ne devrais pas, mais tant pis. Je vais me lancer dans le débat de la participation citoyenne. Là encore, on est tous plus ou moins favorables à la participation citoyenne. Comment on encadre cette participation citoyenne? Dans le fond, l'idée, c'est, comme l'ont mentionné mes collègues, de partir dans un processus de co-création. La co-création, ça va au-delà de la collaboration. Je collabore avec quelqu'un sur un projet établi et chacun d'entre nous met une brique au projet. Quand je fais de la co-innovation ou de la co-création, je pars d'une problématique commune et je construis au fur et à mesure la solution commune qui va émerger. Alors, on comprend que dans la participation citoyenne, il y a un niveau de formation et d'information que le citoyen doit avoir pour interagir, je dirais, de la façon la plus pertinente, et y compris du point de vue des administrations publiques. Je vous donne un exemple. Souvent, quand on assiste à l'OCPM, en fait, l'Office de consultation publique de Montréal, mais on a des experts qui répondent à des questions citoyennes. Et souvent, ça tourne en pugilat, en disant, dans le fond, vous, l'administration publique, vous ne comprenez rien, vous n'êtes pas sur le terrain, puis blablabla. Bla. Alors, il faut comprendre que le citoyen, lui, l'information publique qu'il a, elle est filtrée par différentes sources. Et il appartient à différents autres canaux de type technologique, de type information, de type maillage administration publique, information, de rétablir un petit peu le degré d'information qu'il peut y avoir entre les experts et les citoyens. Et surtout, ne pas oublier, du point de vue des administrateurs publics, le citoyen est un expert d'une chose, l'usage. C'est lui qui utilise le service, qui utilise l'infrastructure. Alors, plus que quiconque, il sait l'usage d'une infrastructure ou d'un besoin. Quand on voit cette perspective-là, on rétablit un petit peu le dialogue et on commence à engager une conversation qui est plus constructive, je dirais. Merci. Puis si on parle de ville intelligente et comment on fait cette ville intelligente, il est toujours intéressant aussi d'avoir un retour d'expérience d'experts qui ont tracé justement ou qui sont passés par ce chemin-là. Et pour ça, on peut compter sur l'intervention de M. Hervé, qu'on a eu la chance d'entendre hier, et qui va pouvoir nous parler aussi de son expérience de la ville numérique, puisqu'il faisait partie vraiment des précurseurs dans ce domaine. Oui, bonjour. Je remarque une chose, ici comme en France, c'est que ma génération, quand on pose le problème de la ville intelligente, on se pose la question du comment. La génération AO. Et quand je parle avec des jeunes de moins de 30 ans, le problème qu'ils se posent, eux, ce n'est pas la ville intelligente. La ville intelligente, c'est comment.
la ville intelligente, c'est quoi? C'est la génération Y. C'est-à-dire, pour eux, la ville intelligente, c'est celle qui va donner du bonheur aux citoyens. Et le mot « heure » vient du vieux français « heure », E-U-R. Le vieux français « heure », qui venait du latin « augere », veut dire augmenter, c'est-à-dire croître. Le bonheur, c'est la croissance de l'avoir. Et la croissance de l'avoir, ça va être de donner du beau, comme on a vu à Montréal, du bon, du bien. Mais la jeune génération, aujourd'hui, elle ne veut pas seulement le bonheur, c'est-à-dire la croissance de l'avoir. Elle veut du bonheur de vivre. Et le bonheur de vivre, c'est le bonheur d'apprendre, d'entreprendre pour comprendre et apprendre, ou bien de voyager pour aller voir ailleurs. C'est ce que vous faites ici, aujourd'hui. Ce qui m'a profondément marqué, c'est que tous ces participants sont venus voyager pour apprendre. Et j'ai été impressionné en particulier par vous, Monsieur le Premier ministre. C'est très rare, je peux vous l'assurer à travers mon expérience en France en particulier, d'avoir des élus, décideurs, qui passent autant de temps, 2 jours, pour être ici, pour apprendre, pour voyager, et pour avoir ce bonheur de vivre. Et le troisième bonheur, qui petit à petit se développe, et en particulier chez les jeunes, c'est le bonheur d'échanger, le bonheur de donner, et le bonheur, en contrepartie, d'être reconnu. Et là, j'ai été aussi impressionné, à travers votre expérience ici, de voir autant de bénévoles, de gens qui donnent de leur temps pour pouvoir constituer ici un groupe sur cet apprentissage à travers la connaissance des autres et ce voyage chez les autres. Eh bien, c'est ces 3 bonheurs-là dont nous avons besoin dans nos villes. Le premier, le bonheur d'avoir, on peut faire participer nos entreprises. C'est comme ça que, à Lyon, effectivement, une de mes entreprises a fait tous les logiciels permettant, avec plus d'informations, d'avoir moins d'énergie ou moins de matière à utiliser. Plus avec moins, c'est toujours plus d'informations qui permettent moins d'énergie et de matière, comme dans la négantropie du vivant. Mais le vrai problème, c'est comment on arrive à faire prendre conscience à des citoyens qu'à côté de chez eux, quelquefois dans leur propre immeuble, il y a le voyage, il y a la possibilité d'apprendre de l'autre et de pouvoir faire quelque chose. Alors, dans ma vie de maire, j'ai été, je dirais que c'est le point de départ de mon expérience de maire. C'était des jeunes, une histoire des jeunes qui voulaient faire une rave party. Alors, une rave party au milieu de la nuit, sur de la musique électronique, il faut énormément de bruit. Et donc, ils avaient décidé, pour le faire, de le faire le plus loin possible de la ville, dans des champs, à l'extérieur de la ville. Bien sûr, ils avaient cette empathie pour les autres habitants, mais, quel que soit l'endroit de ma ville, il y a toujours des fermiers à côté, qui élèvent des vaches. Alors, ces fermiers, qui sont des électeurs, qui, eux, votent, les jeunes, je ne sais pas ici, peut-être ils votent, mais chez moi, il y a beaucoup d'abstention quand même. Hein. Ils ont autre chose à faire qu'aller voter. Et donc, ces jeunes, ces électeurs viennent me voir et me disent « Monsieur le maire, non, ce n'est pas possible, on ne va jamais pouvoir dormir de la nuit, il faut que vous interdisiez à ces jeunes de pouvoir faire leur bonheur, car c'est ça le problème de nos collectivités, c'est qu'il y a des contradictions. Et dans ces contradictions, comment pouvons-nous les résoudre? La tendance naturelle de mes prédécesseurs, c'était d'arbitrer et de dire, bon, allez, on va faire ça pour les jeunes parce que c'est leur bonheur, ou on va faire ça pour les électeurs parce que c'est eux qui vont me faire réélire. Et là, j'ai dit non,
vous vous mettez ensemble et vous essayez, en conflit, de trouver la solution. Ils sont venus me voir, et ensuite, une fois que les choses ont été faites, que la rave party a été faite, pour me dire, vous savez, on avait trouvé la solution entre nous. On a payé, nous les jeunes, le voyage aux agriculteurs pour aller à l'hôtel au bord de la mer qu'ils n'avaient jamais vu de leur vie. Et là, je me suis dit, mais jamais je n'aurais trouvé une telle solution. Jamais. Dans mon propre référentiel de mes expériences passées, je n'aurais pas pensé à cette solution. Eh bien, je veux dire là qu'il y a énormément de jeunes, de gens dans nos populations qui sont capables de trouver des choses innovantes et que nous ne pourrions pas trouver nous-mêmes en tant que responsables. Une autre solution qui m'a aussi profondément ahuri, c'est le besoin de l'utilité sociétale de nos populations. J'ai par exemple, je suppose qu'ici, peut-être dans cette salle, hier, il y avait le maire de Rimouski qui était là, je ne sais pas si il est là encore aujourd'hui, mais dans ma ville, j'ai des éboueurs qui ramassent les ordures ménagères et qui ont un circuit à faire. Alors, leur problème, en tant que travailleurs qui veulent du bonheur d'avoir à travers leur salaire, c'est d'aller faire leur tournée le plus vite possible. Donc, de gagner une demi-heure sur le temps. Ils ne travaillent que 6 heures au lieu de... Ils gagnent du temps et donc ils ont plus de temps ensuite pour faire autre chose. Mais en contrepartie, comme ils vont plus vite, ils se font plus de maladies, en particulier parce qu'ils essayent d'aller trop vite et ils prennent les poubelles d'une mauvaise manière, et il y avait beaucoup d'accidents. Alors, je leur ai dit, mais écoutez, vous allez demander à tous les citoyens sur votre parcours de leur demander quel type de poubelle ils veulent, quelle est la contenance, quelle est des jaunes, des bleus, des vertes, etc. Et tout d'un coup, ils ont pris contact avec ces citoyens. Et progressivement, les citoyens sont venus vers eux pour leur dire « Ah, vous savez, ce soir, demain, je ne mettrai pas ma poubelle parce que je m'en vais en vacances. » Et d'autres, ils disent « Ah oui, mais tout d'un coup, les boueurs, ne voyant pas la poubelle, appuient sur la sonnette et demandent « Mais pourquoi vous n'en avez pas ?»« Ah, je suis malade. »« Ah bon, vous avez besoin de quelque chose ?» Et tout d'un coup, il y a eu une relation sociale entre ceux pour lesquels ils travaillaient, et non pas pour leur chef dans les services municipaux. Et à partir de ce moment-là, on a vu le temps de la tournée augmenter. Ils sont passés de 6 heures à 8 heures de travail, grosso modo. 25% de temps supplémentaire sans que personne ne leur demande quoi que ce soit. Et ils disent « Ah oui, mais c'est beaucoup plus agréable de parler avec les citoyens que de me retrouver 2 heures supplémentaires devant la télévision chez moi. » Le bonheur de l'utilité sociétale, le bonheur du don et du contre-don. Voilà 2 événements que je n'aurais jamais prévus. Nos citoyens sont aujourd'hui, et en particulier la jeunesse, est capable aujourd'hui de la croissance du bonheur, non plus seulement dans l'avoir, mais dans le vivre et dans l'aimer. Merci beaucoup. Alors, on avait posé aussi une question ouverte sur la ville intelligente. Donc, la ville intelligente, on commence par quoi? On a eu beaucoup de réponses différentes. Vous en avez quelques-unes ici. Il y avait une réponse qui était « on commence par la comprendre ». Je pense que c'est effectivement une bonne chose et ce qu'on essaye de faire ce matin. On a des idées innovatrices, c'est sûr. Ça fait partie de la ville intelligente. N'avoir pas peur d'innover en chamboulant le statu quo institutionnel, je pense que ça fait partie aussi de l'approche de changement de gouvernance, aussi de la gouvernance ouverte qui est préconisée
en rapport avec les villes intelligentes. Donc, il y a effectivement beaucoup de propositions et ce sera intéressant de toutes les compiler. Et finalement, pour vous permettre aussi d'intervenir, on souhaiterait avoir un peu le pouls aussi de la salle vis-à-vis de cette question des villes intelligentes. Est-ce qu'il y a des éléments finalement qui vous interpellent sur cette capacité à mettre en œuvre la ville intelligente? Dans quelle mesure elle peut contribuer à l'innovation et au progrès? Donc on souhaiterait vous tendre la main pour une série de questions pour conclure cette plénière. Bonjour, Vincent Ras de chez Trisotech, une firme de services conseil TI à Montréal. En fait, ma modeste petite question s'en va vers la manière dont actuellement je découvre le monde des TI. Je vois la ville intelligente comme une gestion de projet. Et au même titre que dans la gestion de projet en TI, on avance sur le développement du projet selon des méthodologies. J'aurais voulu savoir, par l'expérience des personnes, notamment, pardonnez-moi si je n'ai pas retenu vos noms, mais IBM, CGI... tu peux dire les trois, là. Voilà. Si, au cours de vos expériences à l'extérieur du Canada, notamment en Europe, puisque vous avez pas mal fait d'analyses sur l'Espagne, les pays scandinaves, etc., si vous aviez observé la construction et l'évolution de ces projets de villes intelligentes avec l'association de la reconduction de la réussite. Et en cela, je prends comme exemple Montréal qui brille par les arts et la culture. On est tous d'accord pour dire que l'innovation numérique et technologique aujourd'hui, elle est visuellement jouissible par le bonheur de pouvoir vivre à travers les rues de Montréal et la place des Arts. Mais est-ce que la réussite que rencontre le tourisme ici, enfin l'art et la culture, permet à l'éducation, permet à la santé, permet au transport de pouvoir réussir eux-mêmes dans leur mandat? Donc, est-ce qu'il existe des consortiums de travail qui permettent aux uns qui ont performé dans tels éléments d'aider les autres également à réussir dans leurs projets? Merci. Je peux essayer. Je ne pense pas que ça existe. Écoutez, on a déjà, du moins à grande échelle, on a déjà de la difficulté à s'organiser pour des secteurs assez ciblés. Alors, d'essayer de trouver des endroits où on va, où on fait de l'interdiscipline, ça, c'est autre chose. Et je ne pense pas qu'on est tout à fait rendu là. Cela étant dit, je pense que je suis d'accord avec vous que le potentiel y est et de pouvoir, d'ailleurs j'y ai fait allusion à la toute fin en disant on pourrait trouver une façon de marier le jeu vidéo, la réalité augmentée, puis en fait, on n'a pas besoin d'aller très loin pour aller chercher le quartier des spectacles dans ce genre de vision-là, et ça pourrait être quelque chose, d'ailleurs, vous parliez hier, quand on s'est parlé du fait que vous aviez mis de la fibre partout, puis dans le fond, c'est un peu ça qui avait réussi à démarrer cet aspect-là du projet. Alors, c'est sûr que si on a une vision comme celle-là qui est quand même relativement ciblée, il y a des bénéfices qu'on pourrait aller tirer ailleurs. La question, c'est de savoir s'il y a de l'écoute ailleurs pour aller voir là, pour voir s'il y a des leçons à tirer, puis je dirais que ce n'est pas tout à fait là. Mais c'est un avantage qu'on devrait aller chercher, je suis d'accord. Bon, peut-être pour ajouter, vous parliez de méthode de projet. Ce qu'il faut comprendre, je reviens un peu à ce que je disais, ça se repose sur des problématiques, puis évidemment essayer de trouver des solutions. Il y a des méthodes qui ont été déployées par nos collègues CG en Europe, des méthodes d'expérimentation, des méthodes agiles qui permettent d'aller étape par étape. Alors, je suis d'accord avec Jean-François, ça prend une vision, c'est important de voir globalement ce qui est à voir, puis ça prend une feuille de route, puis après ça, ça prend des étapes pour se rendre. Évidemment, la collaboration, je dois avouer, c'est pas facile, et c'est quelque chose qui est justement un enjeu ici aussi au Québec.
Mais l'expérience qu'on a démontré, c'est que si on découpe, si on a une vision, si on a un bon roadmap, on sait où est-ce qu'on s'en va, puis on découpe les projets par des projets réalisables, même si c'est de l'expérimentation, on est capable d'y arriver. En fait, c'est un peu ce qui est tiré des projets qu'on a vus en Europe. Marina? Oui, j'aimerais juste donner un petit exemple, en fait deux, là, parce que je vois une personne qui est au micro, puis Monique qui est là. En termes d'interdisciplinarité, j'aimerais parler notamment du Living Lab Saint-Justine. Alors, des artistes ou des éléments qui sont faits en transport et mobilité avec le jeu, je vais en parler. Pour venir à Sainte-Justine, en fait, donc des artistes du numérique qui interagissent avec des cliniciens au niveau pédopsychiatrique et qui trouvent des nouvelles thérapeutiques en termes de soulagement de l'autisme, des troubles de l'apprentissage, TDAH, etc., etc. Et moi, une initiative que je trouve marrante, c'est pas le mot, mais en tout cas intrigante, c'est que la SAT a été capable de montrer dans son DOM ce qu'un enfant schizophrène avait dans sa tête. Et Monique, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ce qu'on voit, c'est un stromboscope qui pulse à toutes les, mettons, 5 secondes. Alors, quand on se rend compte du chaos que vit l'enfant, on a de nouvelles thérapeutiques pour... Puis je parle devant une neurochirurgien, ça va bien, merci. Mais donc, c'est des exemples de co-création. On a un problème sur les thérapeutiques. Pour ce qui est de revenir du jeu, très vite, on parlait du jeu pour faciliter les accès à la mobilité. Le Living Lab de Montréal a développé avec Ubisoft, c'est pas 3 lettres, mais c'est pas loin, un jeu, en fait, pour le rééquilibrage des stations Bixi. Parce qu'à Montréal, on a un problème, on a une cote. On descend la côte, mais on ne la remonte pas. Alors, il y avait des camions qui se baladaient pour rééquilibrer les stations Bixi. Là, on a demandé aux utilisateurs de Bixi, grâce à des rewards, s'ils sont jeunes, c'est de la reconnaissance, s'ils sont plus vieux, c'est des rewards monétaires, mais d'apporter le vélo à des endroits où il manquait de stations Bixi. Alors, transport, jeux vidéo, dans ce cas-là, ça a fonctionné. Mais je suis d'accord avec Jean-François que c'est des exemples très locaux. Il y a un des travaux qu'on doit faire, c'est comment mener ça à une échelle de projet plus grand. Mon nom est Louise Gay et je suis avec le Living Lab de Montréal. Alors, merci pour les présentations de ce matin qui nous donnent un contexte, mais en même temps qui nous montrent ce qui se fait ici. Et d'ailleurs, pour aider à mettre ensemble le public, le privé et le citoyen, les Living Labs, il y en a plusieurs, œuvrent les incubateurs, les accélérateurs. Et je voudrais partager quelques demandes que les citoyens nous ont faites. Alors, ma question s'adresse à Jean-François Barzoum. Par rapport au déplacement, on se demande de plus en plus, est-ce que ce qu'on apprend maintenant avec des données, est-ce qu'on a vraiment besoin de se déplacer pour venir travailler? Parce qu'une des raisons pour lesquelles les gens se déplacent le plus, c'est pour aller travailler. Comme il y a beaucoup de gens qui vivent en banlieue ou en région, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de leur permettre de travailler plus près de leur domicile, pas nécessairement chez eux? Ça peut être un mélange de télétravail, de co-travail. Et est-ce qu'au Québec, ça permet d'amener aussi de l'Internet haute vitesse en région et en banlieue et de reconfigurer le territoire? Ça, c'est le Québec qui peut faire ça, pas seulement les villes, mais ça veut dire que la vraie richesse économique serait celle des villes interconnectées et qui croiraient au flux que les réseaux permettraient. Première question à Jean-François. Deuxième question maintenant à M. Hott et Jean-François. Vous parlez de participation citoyenne. Les grandes entreprises privées comme IBM et CGI vont de plus en plus avoir accès à ces données massives. Je vous propose une participation citoyenne, de créer une redevance parce que les données massives sont des ressources naturelles et payer une redevance serait, en fin de compte, revenir vers le public pour partager la richesse. Merci. Alors, pour la question des redevances, il n'y a pas des commissions politiques qui s'occupent de ce genre de choses-là. Faut-tu vraiment me demander pour la question, est-ce qu'on a besoin de se déplacer? Une des raisons... Alors, je vais y aller avec une anecdote rapidement. On a fait des sondages sur 20 villes autour du monde sur ce qu'on appelait la pénibilité du navettage quotidien. C'est-à-dire,
Est-ce que c'est difficile d'aller au bureau puis d'y revenir? Est-ce qu'on est pris dans le trafic? Quel est l'impact psychologique finalement? On a fait ça dans 20 villes, puis il y a des villes où c'est horrible, comme Mexico, comme Shenyang. Il y a des villes où c'est plus facile, puis en fait, sur les 20 villes qu'on avait fait dans le temps, Montréal était la plus facile. OK? Je vous expliquerai ça plus tard si vous voulez, mais il y a des bonnes raisons, puis vous inquiétez pas, on ne restera pas là. Maintenant, juste pour le fun, on a posé la question à Québec. Puis on leur a demandé la pénibilité de leur trajet. Il y a combien de gens ici qui viennent de Québec? OK. Alors, je serai gentil. Mais la réponse qu'on a eue, c'est que les gens de Québec vivaient une heure de pointe qui était pire que celle de Londres. OK? Alors, évidemment, c'est un point de vue. On demandait une opinion. On ne demandait pas le nombre de minutes, mais maintenant, pourquoi est-ce que Québec vivait une heure de pointe si pire? Mais en fait, l'heure de pointe, elle est quand même beaucoup plus grave maintenant qu'elle l'était il y a longtemps à Québec. Mais en partie, c'est parce qu'il n'y a aucune flexibilité dans l'horaire des gens qui travaillent là. Il y a très peu de travail à la maison. En fait, des 20 villes qu'on a vues, c'est la ville qui a le plus bas taux d'horaire flexible et de travail à la maison. Alors, l'heure de pointe, elle est très grave, mais elle dure 15 minutes. Alors, la perception, c'est que c'est une mauvaise heure de pointe. Donc, ce que Stockholm vivait, c'était un peu ça. Et quand ils ont implanté le système de péage variable, ils ont beaucoup travaillé avec les employeurs, justement pour encourager les heures flexibles, le travail à la maison, pour permettre aux gens, finalement, de travailler autour de ces heures de pointe et de ne pas nécessairement avoir à rentrer à ce moment-là. Maintenant, je ne pense pas qu'on devrait ou qu'on va éliminer tout le navettage quotidien. Il y a des genres de travail qui ne s'y adonnent pas de toute façon, mais aussi, on rencontre des gens au bureau, on apprend des choses, puis c'est bon d'être en commun. Alors, ça n'a pas toujours nécessairement besoin d'être au centre-ville, ça peut être ailleurs, mais je pense qu'il y a sûrement... Juste un petit point, oui. la notion de tiers-lieu est intéressante parce qu'on peut avoir des lieux entre le domicile et son travail qui vient de la spécialisation. Oui, on peut, c'est vrai, on peut faire ça. Mais pour qu'on exerce cette flexibilité, il faut une carotte, puis là, ou un petit bâton, ou un peu des deux. Puis là, pour l'instant, ben, on a plus d'asphalte. Merci. Je vais prendre une autre question parce qu'il y a plusieurs intervenants. Bonjour, mon nom est Raymond Garneau. J'ai été particulièrement intéressé par l'expérience du péage d'entrée dans la ville de Londres. Étant donné que je suis à la retraite, je voyage moins que j'ai déjà voyagé. Il y a déjà un bon moment que je suis allé à Londres, mais autrefois, on avait un trafic énorme à partir de l'aéroport pour entrer au centre-ville. Le péage de 12 livres, vous dites qu'il a été... comment s'applique-t-il? Est-ce qu'il s'applique uniquement aux gens qui habitent la banlieue, qui rentrent à Londres, ou qu'est-ce qui arrive de ceux qui habitent le centre de Londres, premièrement? Et la deuxième aspect de ma question, est-ce que ça fait assez longtemps que le péage est mis en application pour voir s'il y a une délocalisation des lieux de travail ou des commerces ou de l'habitation, où c'est pas suffisamment long pour pouvoir le mesurer? Ça fait 10 ans, alors ça fait quand même pas mal de temps. Alors, la réponse à la première question, est-ce que c'est seulement les gens des banlieues qui payent? Il faut comprendre que la zone correspond au centre-ville. Alors, il y a très peu de gens qui habitent cette zone. C'est plutôt une zone de commerce. C'est là qu'il y a le palais de Buckingham, puis ils ont peut-être une exemption, eux, pour payer, je ne sais pas. Mais c'est certain qu'il y a une réduction. Alors, si vous habitez dans la zone, vous payez 90 % de moins, mais vous payez quand même si votre voiture est là. Maintenant, pour ce qui est de la délocalisation puis des commerces, l'expérience partagée des villes qui ont fait ça, c'est que tous les commerçants disaient « on va perdre du monde ». En fait, c'est un peu l'inverse qui est arrivé. Parce que ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les gens qui rentrent pour travailler ne vont pas nécessairement magasiner. Les gens qui allaient rentrer magasiner voyaient le trafic puis se disaient « No way, je vais aller à 10h30, je vais aller au Carrefour Laval
je ne me tape pas un pont parce que même si c'est beau maintenant, quand je ressors, ce ne le sera peut-être pas. Alors, ils ne rentraient pas en ville. Là, quand les heures de pointe ont disparu comme ça, il n'y avait plus cette crainte d'aller au centre-ville. Puis l'expérience, encore une fois, je sais qu'on est sur la Rive-Sud, c'est très bien, le 10-30, mais l'expérience de magasiner au centre-ville, à côté du quartier des spectacles, par exemple, n'est pas la même. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont décidé de recommencer à aller au centre-ville pour magasiner parce qu'ils n'avaient pas peur de l'heure de pointe de la même façon qu'ils avaient peur avant. Et en fait, il y a des projets de développement de centres commerciaux en périphérie qui étaient amorcés à Stockholm, qui ont été abandonnés parce que les gens recommençaient à aller au centre-ville. Donc, c'est une crainte que je comprends parce que c'est une réaction, je pense, assez logique, mais dans les faits, on voit plutôt le contraire. Pierre Lefebvre. Si je peux me permettre, c'est pas vraiment une question, je vais ajouter à la recommandation que vous avez faite d'ouvrir les appels d'offres, qui reconnaît finalement que dans un ministère, il y a X personnes intelligentes, puis à l'extérieur du ministère, il y a X à la puissance Y personnes intelligentes qui peuvent contribuer à la situation. L'autre problème qu'on voit, c'est la question des logiciels avec l'architecture fermée. Et c'est comme ça qu'on voit tous les transpondeurs sur votre ville. De fermer l'architecture de son logiciel, c'est pas un impératif technologique, c'est un choix d'affaires et c'est un choix stratégique. Dans les appels d'offres, ça serait très facile de mettre dans l'appel d'offres qu'il faut que l'architecture soit ouverte et qu'il faut que l'interopérabilité soit imposée à celui qui fournit le logiciel. Et si on arrêtait de faire ça, malheureusement, pour nos amis chez CGI, ils perdraient peut-être pas mal d'argent à faire de l'intégration. Mais ça serait très facile de mettre dans les appels d'offres cette obligation-là. Merci. Peut-être un commentaire. C'est un fait que l'interopérabilité est importante. Vous savez, moi, dans ma fonction, c'est chez CGI, à Grand Montréal, c'est que je dois livrer des solutions. Et je peux vous dire que quand on répond à des appels d'offres dans le domaine des utilités, on ne demande pas de répondre aux besoins. On nous dit, voilà mon problème, comment ta solution va y arriver, puis démontre-moi qu'avec l'interopérabilité, avec tes API, tu vas pouvoir être capable de faire un projet qui est équitable. Il ne faut pas oublier que CGI, dans ce cadre-là, quand on fait de la compétition, on se bat contre Oracle et SAP. Et on réussit à gagner des contrats. Donc, pour réussir, là, il faut faire des choses différentes. Peut-être juste un commentaire aussi sur ces appels d'offres. Je pense que c'est une orientation qui va être prise par la Ville de Paris, justement d'aller vers la donnée ouverte et puis les infrastructures ouvertes dans leurs appels d'offres. Question. Bonjour, Damien Silès, quartier L'Innovation de Montréal. Merci de vos présentations. Je suis très content d'avoir vu au moins qu'il y a quelque chose qui fonctionne à Montréal. Merci, M. Fortin, pour votre présentation. La Ville de Montréal vient de mettre en place un bureau pour justement mettre en place la ville intelligente. Une question simple, une recommandation que vous auriez à lui faire pour les prochains mois qui viennent. Pour les 3. On va prendre des notes. Juste une. Qui soit réalisable. Il y a un coffre d'outils, utilisez-le. Et continuez à travailler dans le quartier des spectacles en l'utilisant comme laboratoire. C'est un espace public qui est fait pour ça. Moi je dirais, ça prend une feuille de route, ça prend un roadmap. Il faut voir où est-ce qu'ils s'en vont, il faut vraiment voir. Je reviens toujours à dire, c'est de résoudre des problèmes. Il faut connaître c'est quoi les problèmes. Il faut être capable d'identifier c'est quoi qui est à faire, c'est quoi la feuille de route, puis à partir de là, de partir. Alors, il y a des initiatives, mais je pense que c'est important qu'ils travaillent là-dessus. Dernière question. Bonjour, je m'appelle Francis Gosselin, je suis président cofondateur de FNCO, qui est une petite société de conseil en stratégie. Quand on sera grand, on s'appellera FCO, pour faire 3 lettres. On a été récemment mandaté par la Ville de Montréal pour mener le défi InfoNeige, qui était un processus de co-création qui a mené à la création d'applications pour le déneigement ici à Montréal. Ça a été une initiative qui a été beaucoup reprise dans les médias, qui a connu un grand succès. Pourtant, ça a aussi fait émerger certaines réflexions, notamment par rapport à la propriété intellectuelle du code, un certain nombre d'enjeux de cet ordre-là. Ma question pour vous tous, en fait, peut-être ça s'adressera à certains plus qu'à d'autres, c'est
Quelle place est-ce qu'on fait dans la ville intelligente pour les startups, pour les petites entreprises, pour évidemment les jeunes? Je suis intéressé par la question. Par les jeunes qui sont en train de lancer les CGI de demain, les IBM de demain. Comment est-ce que les IBM peuvent les engager, les recruter, les faire travailler? Comment est-ce que les administrateurs publics, les villes, etc., peuvent également stimuler cette croissance économique-là qui est émergente? Merci à ceux qui m'applaudissent derrière. Je peux vous répondre en termes d'implication avec les plus petites entreprises, avec ce qu'on fait en Ontario, puis ce qu'on aimerait peut-être faire au Québec aussi, si vous êtes intéressés. Mais on a créé un système de collaboration avec les universités pour faire la recherche. Alors, on a créé un consortium de recherche et chaque projet de recherche, on pourrait faire de la recherche, par exemple, sur la ville intelligente, sur les transports, etc., va aller chercher un participant des PME qui vont participer dans ce projet-là et le partage de la propriété intellectuelle est automatique après. Donc, chacun ressort avec cette propriété-là et on a remarqué que ça permet d'accélérer la mise en marché des innovations qu'on va aller chercher dans cette recherche, justement parce qu'on n'a pas ce blocage-là de propriété intellectuelle. Donc, je pense que c'est un modèle qui serait à suivre. Et j'ai mentionné Montpellier. Dans sa vision, et je pense que c'est une vision qui est applicable ici, dans sa vision, la notion d'incubateur qui est branchée directement sur le flux d'informations et sur l'infrastructure physique de la ville est absolument essentielle. C'est une partie intégrante de leur vision. Donc, je pense que moi, je suis tout à fait d'accord avec cette approche-là. Puis je pense que ça nous rendra tous beaucoup plus agiles. Peut-être que je pourrais ajouter, évidemment, CGI, c'est une firme de service, mais qui dernièrement a changé l'organisation et on m'a demandé à moi de regarder comment on peut regarder des développements, des propriétés intellectuelles qui sont développées pas nécessairement par CGI, mais qui sont développées par d'autres et qui CGI peut essayer de regarder, voir dans son réseau pour être capable de la distribuer. Alors, je suis déjà pour parler avec 2 firmes présentement, des PME, qui regardent. On est assez intégré avec des solutions qu'on a. On essaie de regarder notre formule pour être capable d'aller déployer. On a le marché, on voit ça. Évidemment, CGI, une compagnie québécoise, c'est qu'on va vraiment, on commence à regarder de ce côté-là. Alors, si tu es intéressé, tu peux venir me voir. José, j'aimerais ajouter pour le centre pour lequel je travaille, c'est notre façon de procéder. On travaille en géométrique, donc on travaille avec les données. Il y a un couplage de diverses technologies et cerveaux. On parle de télédétection, technologie de l'information, géodésie, géométrique, etc. Mais la façon dont on travaille, c'est justement ça notre mandat, d'aider les entreprises à intégrer la technologie ou à développer des nouveaux produits pour leurs clients. Donc, je parlais tantôt d'un réseau de 46 CCTT dans différents domaines. Nous, c'est ça, c'est le domaine de la géométrique, le domaine des données. On développe des applications sur iPad. Vous en avez probablement vu une dans les 300 000 organismes qui ont fait une application dans Apple Store. On en a une avec la Véloroute des Bleuets. On a développé cette application-là pour eux, qui est disponible dans Apple Store. Donc, il y a différents exemples comme ça qu'on a fait par le passé et on est là pour vous aider, l'industrie, à percer le marché. Donc, c'est aussi une porte d'entrée et si on ne peut pas le faire, on a un réseau de chercheurs, de plus de 1000 chercheurs dans différents domaines qui peuvent vous aider, autant en microélectronique, en robotique, en vision, en tout cas dans toutes sortes de domaines qui peuvent aider, là, transport aussi. On a parlé d'écosystèmes sur les transports, là. Donc, c'est une porte d'entrée. Puis, je parle de mon centre parce que je le connais bien, mais il y a aussi d'autres centres de recherche, là, les universités qui sont disponibles là, pour faire le pont entre la technologie ou le cerveau et l'application. Je ferai intervenir M. Hervé, puis on n'aura malheureusement pas le temps pour des questions. Une question, que ce sera la dernière question. Merci. C'était juste. Monsieur Hervé. Juste... Excusez-moi. Juste sur ce plan-là, j'ai dirigé pendant 12 ans la création d'entreprises en France, l'Agence nationale de la création d'entreprises.
Et la problématique des créateurs, c'est qu'ils sont dans une logique prédictive, c'est-à-dire qu'ils veulent réussir. Et s'ils veulent réussir, en réalité, il faut se placer dans une logique effectuelle, c'est-à-dire faire le chemin en marchant. C'est-à-dire c'est à vous d'aller chercher les coopérations diverses et variées que vous allez trouver sur votre chemin par hasard, et pas seulement en demandant de l'aide des pouvoirs publics qui ne vont pas vous aider au moment où vous le voudriez, mais au contraire, une démarche active de votre part, parce que vous êtes créateur, ce n'est pas parce que vous êtes les meilleurs, c'est parce que vous êtes capable de coopérer avec d'autres. Et souvent, chez les créateurs, c'est très très difficile parce qu'ils sont omnibulés par leur propre chemin. C'est tout ce que je voulais ajouter. Donc, pour devenir grand comme vous voulez l'être, je crois qu'il faut chercher dans votre environnement, comme les chercheurs d'ailleurs le font eux-mêmes, où tous mes amis chercheurs ont dit on a toujours trouvé là où on ne cherchait pas. Dernière question. Alors, ce sera une question rapide, réconfort et information, mais réconfort pour un de nos panélistes. Je suis le ministre des Transports. Je veux vous donner mon adresse, 500 René Lévesque, à Montréal. Au coin de Beaver Hall. Et il y a 5 étages de fonctionnaires. J'ai, avec la Ville intelligente, envoyé un texto à ma sous-ministre qui m'a répondu immédiatement qu'il y a 5 étages de fonctionnaires du ministère des Transports sous moi. Et je pense qu'il aurait été inutile de déménager les gens de Québec vers Montréal, compte tenu que Québec est aussi intelligent que nous, donc avec les méthodes de travail. Donc, c'est une blague, en fait, mais pour vous dire que notre premier ministre, le 23 avril dernier, m'a nommé ministre responsable des Transports, mais je vais ajouter une chose, celle aussi de la responsabilité de la région de Montréal, ce qui fait qu'intimement, votre préoccupation de la Ville et à ce volet-là est déjà, à mon avis, sur une bonne voie, si vous me permettez l'expression. Pour moi, cependant, vous avez très peu touché le volet du transport collectif dans l'amplitude de notre problématique. Je vous remercie pour votre présentation d'ailleurs. Est-ce que c'est parce que vous y voyez moins un élément de solution? Non, non, pas du tout. En fait, pour les transports intelligents, c'est sûr qu'il y a un élément important là-dedans. En fait, si vous avez vu, une des dernières planches que j'avais, c'était sur le paradis des transports. Puis là-dedans, il y a la voiture électrique, la voiture autonome et les transports collectifs et actifs et les infrastructures. Il faut que tout ça fonctionne ensemble. Et je ne l'ai pas donné comme exemple. C'était une des planches au départ, mais c'est sûr que si on veut augmenter l'optimisation du réseau de transport, de rajouter une personne dans chaque voiture, ça n'en ferait beaucoup déjà. D'avoir plus de transports en commun, ça n'en ferait beaucoup déjà. Et ce qu'on a fait dans plusieurs autres villes sur l'optimisation des réseaux d'autobus notamment, mais aussi de métro, ça peut augmenter très rapidement le débit qu'on a. Ça peut apporter des solutions. Maintenant, il y a une question d'équilibre, c'est-à-dire qu'il faut savoir par où commencer, puis où sont les budgets. Puis on voit là en ce moment que les infrastructures routières sur lesquelles roulent les autobus, mais c'est là qu'il y a les gros budgets. Alors, c'est là qu'il y a des grandes dépenses. Alors, si moi j'avais optimisé quelque chose, là, je commencerais là-dedans, parce qu'on peut dégager des sommes qu'on pourra ensuite aller utiliser sur le transport en commun. Enfin, c'est mon avis rapide, mais je ne sais pas ce que vous faites au 500 René Lévesque, mais j'irai vous voir, puis on en discutera.